Salut! Et si je vous disais qu'un Japonais avait combattu 30 ans après la fin de la guerre, persuadé qu'elle n'était pas terminée, est-ce que vous croiriez à ça? C'est ce qui s'est passé pour Hiro Onoda, un soldat japonais qui a continué la guerre pendant de nombreuses années alors qu'elle avait pourtant bel et bien cessé. Ça paraît complètement dingue, pourtant c'est réel. Comment n'a-t-il pas pu se rendre compte de ça plus tôt? Quel a été l'élément déclencheur pour lui faire comprendre qu'enfin, la guerre avait vraiment pris fin? Pour répondre à ces questions et vous raconter son histoire surprenante, je serai aux côtés de Louis-San qui parraine ce 10e épisode. Déjà 10 épisodes, c'est incroyable. Merci à vous tous d'avoir soutenu ce nouveau format. Gozaimasu et bienvenue. On va s'intéresser au cas étonnant de ce japonais engagé dans son combat jusqu'au bout. Et je suis heureux de vous en parler aujourd'hui avec Fabien. C'est parti. Bien dit. Et bienvenue dans Cabinet Curieux. Pour comprendre le contexte historique, il faut déjà savoir que le Japon a lancé sa conquête militaire dès 1931, en touchant une dizaine de pays dont la Chine, la Thaïlande, les Philippines et l'Indochine française. Le Japon est allé jusqu'à bombarder Pearl Harbor aux États-Unis en 1941. Et c'est cet événement spécifique qui a marqué son entrée officielle dans la Seconde Guerre mondiale. Notre histoire commence en 1944, au Japon, durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les jeunes hommes sont réquisitionnés en tant que soldats pour aller combattre les Américains. C'est le cas de l'un d'entre eux, un jeune homme japonais de 20 ans, Hiro Onoda, qui est enrôlé lui aussi. Afin de s'y préparer, il va mener un entraînement intensif pour le former aux techniques de la guérilla. Donc ce sera par exemple des arts martiaux, des opérations secrètes et même de la philosophie. Il est ensuite envoyé sur l'île, pardonnez mon accent, Lubang, dans les Philippines en tant qu'officier commando. Hiro Onoda, c'est un officier très respectueux et très obéissant envers son major, Yoshimi Taniguchi. Ce dernier va lui faire une promesse. Cela peut prendre 3 ans, cela peut prendre 5 ans, mais quoi qu'il arrive, nous viendrons te chercher. Une promesse forte qui, je vous l'avoue, va transformer les 30 prochaines années de Hiro Onoda. Mais concrètement, Fabien, c'est quoi sa mission à ce soldat? Concrètement, sa mission va être de surveiller l'île, de détruire les installations portuaires et aériennes pour empêcher toute invasion des Américains aux Philippines. Mais en février 1945, les soldats américains débarquent et anéantissent le lieu. Hiro Onoda va alors se réfugier dans la forêt, au plus profond, au plus dense, avec 3 autres soldats. Autant vous dire que les conditions de vie vont être très difficiles. La jungle est un environnement hostile, où il est difficile de trouver de la nourriture. Et ils tiennent le coup en construisant des huttes en bambou, en volant de la nourriture dans des fermes, et puis tout simplement en tuant des animaux. Coup de théâtre, le Japon capitule en août 1945. Le combat est terminé, sauf pour ses soldats. Parce que vous allez me dire en même temps, comment est-ce qu'ils pouvaient le savoir ? Eh bien pour les informer que la guerre est bel et bien terminée, il y a un avion qui distribue des tracts en survolant l'île. Le tract affirme expressément que la guerre a pris fin le 15 août et qu'ils peuvent sortir des montagnes. Pourtant Hiro Onoda n'y croit pas. C'est impensable pour lui que l'Empire puisse être vaincu. D'ailleurs c'est tout aussi impensable pour ses coéquipiers, pour eux il s'agit d'un piège. Les tracts en question d'ailleurs sont truffés d'erreurs, donc ça ne va pas rassurer le soldat non plus. Mais le Japon, il va pas perdre espoir avec Hiro Onoda, et il va carrément envoyer des membres de sa famille pour le rassurer et lui dire que la guerre est bel et bien terminée. Mais comme on peut s'y attendre, eh bien il reste buté et borné, il pense que tout ça c'est une machination et c'est un piège immense. Il va continuer de surveiller l'île avec ses coéquipiers jusqu'à parfois se battre avec la population de l'île. Mais après 5 ans, ils sont tous fatigués. Et un de ses coéquipiers décide d'abdiquer. Et 22 ans plus tard, en 1972, Hiro Onoda quitte enfin sa cambrousse avec son coéquipier dans le but d'aller attaquer les troupes philippines. Malheureusement, son coéquipier va périr dans un échange de tirs et Hiro Onoda se retrouve seul livré à lui-même. En parallèle, le gouvernement japonais pense qu'il est mort, parce qu'ils ont lancé et effectué des recherches qui n'ont rien donné. Il reste introuvable. Mais c'est sans compter l'intervention d'un étudiant japonais, Nario Suzuki, qui se rend sur l'île en 1974 avec une quête pour le moins très étonnante. Étonnant, oui, c'est le mot Fabien. Nario Suzuki a pour objectif, je cite, de trouver Onoda, un panda et l'épouvantable homme des neiges. Si personne ne l'a trouvé jusque-là et que tout le monde le pense mort, comment un étudiant pourrait-il renverser le destin? Eh bien bingo, tout simplement avec de la persévérance. Cet étudiant parvient à retrouver Hiro Onoda, mais ce dernier, encore une fois, refuse de le suivre et refuse de sortir. Il ne rentrera pas chez lui et il attend toujours et encore les renforts. Que s'est-il passé ensuite? Comment Hiro Onoda s'est-il raisonné? Quel a été l'élément déclencheur qui a permis enfin
de libérer ce soldat? Et bien justement, l'élément déclencheur, c'est l'ex-commandant de Hiro Unoda. Nario Suzuki va essayer avec succès de retrouver sa trace, mission très compliquée parce qu'il a quitté l'armée et qu'il s'est reconverti en libraire au fin fond du Japon. Et c'est ce major, l'ex-commandant de Hiro Unoda, qui va se rendre sur place en 1974, soit 29 ans après la fin de la guerre, pour expliquer à Hiro qu'elle est terminée et qu'il faut déposer les armes. On peut le voir ici, en train de quitter l'île. Et oui, promesse tenue entre Hiro Onoda et le commandant, tenir jusqu'à ce que les renforts arrivent. Le soldat, il n'est pas du tout dégoûté, il dit avoir eu de la chance de pouvoir se consacrer à son devoir durant ces jeunes et vigoureuses années. On peut voir à quel point l'engagement pour lui, c'était très important. Je cite ces mots: « Je suis devenu un officier, j'ai reçu un ordre. Si je n'avais pas pu le respecter, j'aurais eu honte. » Il faut comprendre vraiment que durant toutes ces années, la seule chose qu'il avait dans sa tête, c'était d'accomplir son devoir. Alors il n'y a pas non plus que du positif, c'est tout de même assez difficile pour Hiro Onoda de comprendre qu'il a tué des dizaines de personnes sur l'île dans une guerre qui faisait partie de son imaginaire. Et pourtant, il est accueilli comme un héros par ses parents et par une foule en délire complètement agitée. Combattre pour son pays pendant 30 ans a fait de lui une véritable vedette. Mais pour lui justement, c'est une toute autre histoire qui se joue et qui se déroule. Vous vous doutez bien, 29 ans après, Hiro Onoda n'a pas retrouvé exactement le même Japon qu'il avait laissé en partant combattre. Il avait l'image d'un pays conquérant, triomphant, tout cela s'est effondré pour laisser place à un empire vaincu. Un pays qui s'est aussi modernisé et développé en termes de technologie et en termes de population. En bref, un retour aux sources assez déconcertant pour Hiro Onoda. Ce qui l'a poussé d'ailleurs à s'installer au Brésil un peu plus tard pour devenir éleveur de bétail. Qu'est-il devenu justement après toutes ces années, Louis? Après son accueil, il a reçu une pension militaire et il a décidé de publier son autobiographie, sobrement Ma guerre de 30 ans sur l'île Lubang. Puis étonnamment, il est retourné au Japon en 1984 avec sa compagne, où ils ont monté un camp. En fait, c'est un camp en pleine nature pour les enfants, pour leur apprendre des techniques de survie. Je vous avoue qu'à mon avis, il est calé, le Hiro Onoda. Et pour la belle anecdote, Hiro Onoda est retourné sur l'île de Lubang en 1996 où il a fait une donation de 10 000 $ pour construire une école sur place. En 2010, il est nommé citoyen d'honneur du Japon et meurt 4 ans plus tard à l'âge de 91 ans. La question c'est comment peut-on en arriver à ce stade-là? Comment cet homme a-t-il pu survivre seul et a refusé de croire toutes les personnes qui venaient vers lui et a même tué des personnes pendant 30 ans? Était-ce de la folie passagère, de la paranoïa même? Non, il ne s'agit pas de folie. Il était loin d'être le seul. En fait, c'était surtout l'un des derniers, ce qui explique la quête de cet étudiant. En réalité, ils étaient 127 soldats à continuer à faire une guerre qui n'existait plus. Entre 1947 et 1974, 127 soldats continuaient à faire une guerre invisible. La chercheuse Béatrice Trefolt explique que ces soldats, qu'on appellera un petit peu plus tard les traînards, étaient avant tout des victimes de leur entraînement de soldats et de marins. Selon elle, la marine impériale et l'armée ont fait en sorte que jamais ces soldats ne puissent faire une tentative de reddition et que jamais ils n'envisagent la moindre éventualité de retraite ou de défaite. Ces gens, d'ailleurs, selon elle toujours, ont été un puissant rappel du passé agressif du Japon. On constate un fort dogmatisme chez ces soldats, une adhésion forte aux principes militaires en général. Quelle que soit la formation qu'il ait reçue, on ne peut que admirer ce héros qui a tenu seul dans la jungle autant de temps. Une histoire digne des plus grands films, et c'est d'ailleurs son histoire qui a donné lieu à l'écriture de Onoda 10 000 nuits dans la jungle, un film sorti en juillet 2021 et présenté au Festival de Cannes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à Louis-San d'avoir participé à cet épisode. Si vous avez un intérêt d'ailleurs pour le Japon, sa culture, sa gastronomie, etc., je vous invite à faire un tour sur sa chaîne Étonnante, où vous allez apprendre plein de choses, mais vraiment c'est très intéressant, que vous ne savez sûrement pas sur ce fabuleux pays. Merci Fabien pour cette invitation, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, je vous dis à la prochaine, tchuss. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Fabien Olicard, et pas par exemple Julien Sauciflard, Loïc ? Non, donc Fabien Olicard. Et si vous êtes très curieux, sachez que j'ai un magazine, c'est la 3e année que je l'édite. C'est un magazine mensuel qui fait plus de 50 pages et qui s'appelle Curious. Et c'est que sur abonnement, ce qui permet de faire un prix pas cher, et surtout que l'abonnement il comprend les frais de port où que vous soyez dans le monde, et ça évite aussi de générer des déchets. Par exemple, si on le mettait en kiosque, eh bien on serait obligé d'en fournir à tous les kiosques, qui seraient détruits après. Donc c'est économique et c'est écologique. Je vous mets le lien dans la description, c'est curious.fr. Là, vous pouvez vous abonner encore pendant quelques jours pour le prochain numéro de mai,
puisque avril, du coup, il est déjà imprimé. Le numéro de mai, il va être très intéressant. Vous avez le sommaire qui apparaît à côté de moi, et on aura d'ailleurs un gros dossier sur les casse-têtes, et sur l'un des principaux distributeurs de casse-têtes en France, Hubert de l'Insoluble, qui est un vrai passionné. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Bref, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir les vidéos de cette chaîne, parce qu'on ne sait plus quoi regarder, hein, entre ce qui sort sur TikTok, sur Netflix, sur machin, bon, activez la cloche, ça fait plaisir. C'est le 10e épisode, je le dis qu'à la fin pour les très vrais d'entre vous. Je fais un concours d'une clé USB collector avec les 10 premiers épisodes de Cabinet Curieux sur mon Instagram. Il s'affiche ici. Voilà, il n'y en aura que 10, dont 2 ou 3 que je vais garder pour moi. Donc il n'y en a pas beaucoup à gagner si vous voulez vous passer sur mon Instagram pour le voir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Ici je vous en mets 2 autres, l'épisode 8 et l'épisode 9. Et le mois prochain, nous parlerons ensemble d'une malédiction. Voilà, à très bientôt, ciao.